On a cherché des empreintes digitales, des traces d'ADN, tout ce qui pouvait nous permettre d'identifier l'auteur de ces lettres. Catherine a paniqué. C'était comme dans Liaison fatale. « 3 juin 2004. Michael Douglas et son épouse Catherine Zeta-Jones, deux des plus grandes stars d'Hollywood, mènent en apparence une vie idyllique. Gloire, fortune, succès, ils ont tout. Mais depuis 8 mois, le couple est harcelé par une dénommée Dawnette Knight, qui leur envoie de violentes lettres de menaces. Dawnette Knight a décrit l'appartement où vivaient Madame Zeta-Jones et Monsieur Douglas. Elle a décrit la femme de ménage et savait qu'il y avait un système de surveillance. Dawnette a écrit plusieurs lettres injurieuses, humiliantes et violentes à des amis de Michael Douglas, ainsi qu'à son père et à Michael Douglas lui-même. Et dans certaines de ces lettres, elle envisageait de découper Catherine Zeta-Jones et de donner les morceaux à son chien. Elle voulait la découper en petits morceaux, lui faire sauter la cervelle. C'est à ce moment-là que Michael a compris que l'affaire était grave. Ça a été très difficile. Ils ont reçu ces lettres et on les a rassemblées, analysées et envoyées au laboratoire scientifique du FBI. On a cherché des empreintes digitales, des traces d'ADN, tout ce qui pouvait nous permettre d'identifier l'auteur de ces lettres. À l'évidence, Mademoiselle Knight considérait Catherine Zeta-Jones comme un obstacle à sa relation avec Michael Douglas. Elle pensait qu'en se débarrassant d'elle, ils pourraient vivre heureux tous les deux. C'était frustrant pour nous, parce qu'on n'avait que ces lettres à notre disposition. Jusqu'au coup de téléphone à l'hôtel d'Amsterdam. On a placé l'appartement sous surveillance et on a vu Dawnette entrer et sortir. On est monté, on a frappé à sa porte. Elle a ouvert. Elle n'a pas dit un mot. Je pense qu'elle était sous le choc. Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones sont terrorisés et menacés de mort par un auteur de lettres anonymes. 30 ans plus tôt, celle qui sera prête à tout pour s'immiscer dans leur couple vient au monde. Je ne sais pas grand-chose sur l'enfance et sur l'éducation de Dawnette. Je crois qu'elle a été élevée par sa grand-mère en Floride. C'est un mystère. On sait peu de choses sur l'enfance de Dawnette Knight. Elle s'est installée à Los Angeles en 2003, mais elle ne nous a rien dit sur son enfance et sa jeunesse. On ne sait pas grand-chose sur elle. De sa jeunesse, on sait uniquement qu'elle a obtenu son diplôme d'études secondaires à Lake Mary, dans la banlieue d'Orlando, en 1991. Les professeurs décrivent une élève sympathique et démonstrative. Je sais qu'elle est allée ensuite à l'université. Je crois qu'elle a étudié la psychologie de l'enfant. C'est intéressant de savoir qu'une traqueuse de stars a étudié la psychologie. Outre ses études de psychologie, Dawnette affirme que sa grand-mère l'a envoyée dans une école d'infirmière. Les années de formation d'un individu permettent souvent de comprendre son comportement. Mais dans le cas de Dawnette, les informations sont limitées. Un enfant a besoin de plusieurs choses, notamment de structure et de prévisibilité. On appelle ça la discipline. C'est ce qui nous permet, quand on devient adulte, de structurer notre vie, de nous lever le matin pour aller travailler, d'entretenir des relations durables avec les autres. Ce sont nos bases. Et si un enfant en est privé, si sa vie est chaotique, alors sa vie d'adulte le sera aussi. Malgré sa prétendue bonne conduite, Dawnette Knight a un passé houleux. Son casier judiciaire comporte une dizaine de condamnations. Elle a notamment été condamnée pour voie de fait avec un véhicule à moteur à la suite d'une dispute avec son ex-petite amie et sa nouvelle compagne. Les antécédents de violence sont un facteur de risque important. Mais il y a un début à tout. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle blesse quelqu'un. Même quand on sait beaucoup de choses sur l'enfance d'un criminel, il est difficile de savoir pourquoi il passe à l'acte. Et l'accusation peut s'avérer délicate.
Chaque affaire de harcèlement est unique. Il n'y en a pas deux d'identiques. Les dynamiques sont différentes, que ce soit celle de la victime ou du suspect. 7,5 millions d'Américains sont harcelés chaque année. Et sur ces 7,5 millions, seuls 5 à 16% des cas sont vraiment classés comme harcèlement. L'explication, c'est que les forces de l'ordre ont tendance à retenir d'autres crimes que le harcèlement, qui sont plus faciles à prouver et demandent moins de temps. Si l'enfance de Down at Night est un mystère, ce n'est pas le cas de celle de Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. Issu d'une famille d'acteurs, Michael a toujours été sous les feux de la rampe. Michael Douglas est un personnage fascinant, plus intéressant et plus complexe que beaucoup ne le pensent. Son histoire est tout à fait passionnante. C'est une grande saga de la culture pop américaine. Michael a beau être le fils de l'illustre Kirk Douglas, le succès est long à se dessiner. À 25 ans, un peu perdu, il décide de partir vivre à New York. Alors qu'il peine à trouver sa voie, la femme qui deviendra son épouse voit le jour. En 1969, Catherine Zeta-Jones naît dans une famille ouvrière du Pays de Galles. Atteinte d'hyperactivité dans son enfance, elle canalise son énergie sur scène. Catherine Zeta-Jones est née au Pays de Galles. Dans sa jeunesse, elle a joué dans des comédies musicales à Londres. Elle est apparue sur scène dans Annie et Bugsy Malone. Puis, elle a joué dans une série télévisée, avant de se lancer dans le cinéma. Tandis que Catherine se découvre une passion, Michael perce enfin dans le cinéma, mais pas en tant qu'acteur. La carrière de Michael avait du mal à décoller. Alors petit à petit, l'idée lui est venue de se lancer dans la production. Je pense qu'il voulait produire des films pour créer son œuvre personnelle, mener des projets dont il avait vraiment envie, comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui a eu un énorme succès et remporté un Oscar. Il est rare qu'un jeune producteur remporte l'Oscar du meilleur film. C'est au producteur qu'est remis le prix, pas aux réalisateurs ni aux acteurs. Il a compris à ce moment-là que tout allait changer pour lui. En 1977, Michael produit des films à Hollywood. Et ce don juan notoire rencontre l'amour. Il épouse Deandra Looker, de près de 15 ans sa cadette. Son amour des femmes plus jeunes le suivra toute sa vie. Alors qu'il était marié et qu'il avait des enfants, il n'était pas souvent chez lui. Et il ne savait pas dire non quand une jolie femme croisait son chemin. S'il est peu présent pour sa famille, Michael trouve son rythme de croisière à Hollywood. Wall Street, Liaison fatale, à la poursuite du diamant vert, il enchaîne les succès. À la poursuite du diamant vert marquait un changement pour lui. Il avait produit jusque-là des films réalistes. Celui-ci était très drôle et a connu un grand succès. Après cette série de succès, Michael Douglas s'égare sur le plan personnel. En 1992, il fait une cure de désintoxication. Mais cette initiative tardive ne lui permet pas de sauver son couple. Dans une ultime tentative visant à sauver son couple, Michael se fait hospitaliser. Officiellement, il était traité pour toxicomanie et surtout pour alcoolisme. Mais officieusement, cette clinique traitait la dépendance sexuelle. Était-il accro au sexe ou non? Lui seul le sait. Pendant ce temps, Catherine Zeta-Jones est sur le point de percer après des années de travail. Je pense qu'elle plaisait parce qu'elle était belle, mais aussi parce qu'elle donnait de la force à ses personnages. Le public aime voir un nouveau visage, d'autant plus que c'était une actrice accomplie. Elle était dans le métier depuis longtemps, quand on l'a découverte dans Le Masque de Zorro. Catherine tape aussitôt dans l'œil de Michael Douglas. Il tente d'attirer son attention avec l'aide de son ami et compagnon de drague, Danny DeVito. Il a vu cette jolie femme et a dit à Danny, « Va la voir. Demande-lui si elle veut rencontrer Michael Douglas. » C'était un jeu entre eux. Alors Danny a fait venir Catherine Zeta-Jones et Michael l'a accueillie en lui disant, « J'aimerais que vous soyez la mère de mes enfants. » Tous deux sont loin de se douter que leur histoire naissante va leur attirer les foudres d'une destructrice.
Cette femme s'est imposée à lui en se prenant pour le personnage de Glenn Close dans Liaison fatale. Elle était persuadée que Michael était amoureux d'elle et que le seul obstacle à leur mariage s'appelait Catherine Zeta-Jones. Alors, elle a imaginé un plan pour se débarrasser d'elle, ce qui, bien sûr, menait droit à la catastrophe. Elle a composé plusieurs lettres en collant sur une feuille des caractères qu'elle avait découpés dans des magazines. Ça allait de l'avis de décès de Catherine Zeta-Jones à d'autres lettres où elle disait que son projet d'assassinat était prêt à 90%. Elle tournait tout autour de la même idée. Catherine devait mourir. Mars 1999. L'actrice montante Catherine Zeta-Jones est courtisée par la star hollywoodienne Michael Douglas. Ça a créé une polémique parce qu'ils avaient 25 ans d'écart. Et c'est tout ce que retenait la presse. Quelques mois après leur fiançailles en décembre 1999, le couple attend son premier enfant. Étant donné les infidélités passées de Michael, le contrat de mariage stipulait que s'il la trompait, il devrait lui verser une somme colossale. Et apparemment ça a marché, vu qu'ils sont toujours ensemble. Leur fils a 3 mois lorsqu'ils se marient au Plaza Hotel en 2000. Mais la différence d'âge leur vaut des critiques. Pour fuir les regards indiscrets des journalistes focalisés sur leur différence d'âge, ils sont partis vivre dans un hôtel que possédait Michael. Malgré leur vie cachée aux Bermudes, Michael et Catherine restent très présents au cinéma. Grâce à son rôle dans Chicago, elle confirme son statut d'actrice hollywoodienne majeure. Chicago a marqué un tournant dans la carrière de Catherine Zeta-Jones. Enceinte, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Et alors qu'ils atteignent le sommet de la gloire, la traque commence. Le couple est plus médiatisé que jamais et Michael Douglas attire l'attention d'une jeune déséquilibrée nommée Dawnette Knight. Les maladies mentales dans notre société touchent autant les hommes que les femmes. Et quand on a la notoriété de M. Douglas, on attire forcément des personnes indésirables. D'après ce qu'on a découvert, Dawnette Knight était une femme intelligente, séduisante. Elle s'habillait bien, vivait à Hollywood, avait une belle voiture et fréquentait des hommes riches. Et pour une raison que j'ignore, elle est tombée sur des films de Michael Douglas et a commencé à faire une fixation sur lui. Elle s'imaginait qu'ils avaient une liaison. C'est une manière pour une traqueuse de suivre un homme célèbre. Elle regarde ses films et chaque fois qu'elle le voit, elle pense qu'il communique avec elle. Aussi étrange que ça puisse paraître, cette femme a réalisé son fantasme. Elle a eu un impact sur la vie de Michael. Fin avril 2004, Dawnette Knight est follement éprise de Michael Douglas. Et les rumeurs abondent sur la nature exacte de leur relation. On raconte qu'elle aurait tenté de l'approcher à un tournoi de golf et de lui faire passer un mot. Dans ce mot, Dawnette déclare son amour à celui qu'elle considère comme l'homme le plus sexy du monde. Et elle poursuit par cette phrase « Appelle-moi, tu passeras un bon moment ». Elle s'est fait expulser de ce tournoi. On en conclut qu'elle était en mesure de le suivre et qu'elle avait les moyens financiers de se rendre dans des lieux huppés. Est-ce qu'ils ont eu une liaison? Quand un acteur a la réputation de coucher avec tout ce qui bouge, il y a de quoi se poser des questions. Ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles Michael a hésité à contacter la police. But one thing which is crystal clear is that my client never stalked Catherine Zeta-Jones and was never a threat to Catherine Zeta-Jones. Clearly, Dawnette Knight and Michael Douglas knew each other. Ce qu'on sait sur Mademoiselle Knight, c'est qu'elle était obsédée par la vie de Monsieur Douglas, sa famille, et en particulier sa femme. Elle vivait par procuration, comme dans un feuilleton. Elle se projetait à leur côté. C'était sa vie. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Allez savoir. Je n'en ai aucune idée. Et je suppose que Michael non plus.
Seule cette femme le sait. Et comment la croire? Dawnette continue de traquer Michael Douglas. En 2002, elle affirme séjourner dans le même hôtel que Catherine Zeta-Jones à Las Vegas. Et elle est prête à voyager des heures pour voir Michael. Elle est allée avec sa voiture jusqu'à Toronto, où Michael Douglas donnait une séance de dédicace avec son père. Pendant cette séance, elle a demandé à Michael Douglas de lui dédicacer le livre qu'elle avait acheté. Catherine se trouvait aux côtés de Michael. Elle les a fait signer tous les deux. La vie de Dawnette reste un mystère. Elle se balade dans Los Angeles au volant de voitures de luxe et raconte que Michael Douglas l'héberge dans un somptueux appartement. De l'extérieur, elle semble mener grand train. On ne sait pas comment elle fonctionnait à l'époque. On ignore si elle avait un travail, si elle subvenait à ses besoins. Apparemment, elle vivait dans un appartement de Beverly Hills et elle avait beaucoup de liquide sur elle. On ne sait pas quel métier elle exerçait, mais on sait que des amis à elle, des hommes, lui donnaient de l'argent. C'est un sujet sensible. Elle avait plusieurs amis très fortunés qui l'aidaient financièrement. Elle a affirmé que c'était de simples amis et qu'ils lui donnaient un coup de main. Étrangement, une rumeur prétend que Dawnette serait sur le point de se marier. Mais là encore, les détails sur cette relation et sur sa vie privée sont rares. Dawnette Knight était le parasite classique d'Hollywood. Elle portait des vêtements chics, de beaux bijoux et louait une voiture hors de prix pour avoir le droit de fréquenter les riches et les puissants. Mais derrière les apparences, il n'y avait rien. Sous ses allures mondaines, Dawnette Knight commence à craquer. Et l'ampleur de ses délires va bientôt apparaître au grand jour. Quand on en aura fini avec elle, son corps sera méconnaissable. Et peut-être qu'on lui tirera une balle dans la tête pour qu'elle ait la coiffure du président Kennedy. 2004. Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones forment un couple de rêve. Il est issu d'une grande famille d'acteurs et a remporté de nombreux Oscars au cours de sa carrière. Elle s'est fait un nom en jouant avec brio dans des films à succès comme Trafic ou Chicago. Catherine était aux anges. Elle avait la reconnaissance de ses pairs, le public l'adorait, elle allait être mère, Michael était là, il l'applaudissait. Et c'est à ce moment-là, alors que tout semblait aller pour le mieux, que Dawnette Knight est entrée en scène. En mars 2003, non contente de traquer Michael Douglas à travers le pays, Dawnette Knight entame une campagne de terreur. L'objet de son obsession est Michael, mais ses menaces visent directement Catherine Zeta-Jones. Dans ses lettres, Mademoiselle Knight fait référence au président Kennedy et au meurtre de Sharon Tate, une des nombreuses victimes de la famille Manson. C'est l'un des pires crimes commis à Los Angeles. Elle parle aussi de Nicole Brown Simpson. Toutes ces références sont absolument terrifiantes pour le destinataire de ces lettres. Mais surtout, elles en disent long sur la folie et sur la violence des idées de cette femme. Dawnette a écrit plusieurs lettres injurieuses, humiliantes et violentes à des amis de Michael Douglas, ainsi qu'à son père et à d'autres membres de la famille, mais aussi à Michael Douglas lui-même. Et dans certaines de ces lettres, elle envisageait de découper Catherine Zeta-Jones et de donner les morceaux à son chien. Elle voulait l'éliminer. C'est ce qu'on appelle une relation triangulaire. On a la cible du tracker au sommet du triangle. Et au milieu, on a l'individu qui fait obstacle au tracker. C'est pour ça qu'on parle de triangle. C'était terrible pour Catherine Zeta-Jones et stressant pour ceux qui étaient au courant de ce harcèlement. Et en examinant le dossier, j'ai découvert que la traqueuse avait des ressources. Ce qui est un problème, car quand on a des ressources financières, on peut faire des choses qu'un tracker ordinaire ne fait pas. Il faut bien se dire que quand un tracker se donne à fond, quand il passe son temps à traquer sa victime, il y met toute son énergie. Il ne fait rien d'autre. Il ne travaille pas.
Donette Knight s'amusait et elle avait les moyens de suivre Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones quand ils se déplaçaient. Les lettres et les coups de téléphone se multiplient. La famille a même la désagréable surprise de recevoir un avis de décès de Catherine. La brochure, écrite à la main, contient des informations personnelles sur l'actrice. Mademoiselle Knight a rédigé un faux avis de décès de Catherine Zeta-Jones. Il était question des enfants et du dépeçage de sa victime. Ce message troublant dépassait les bornes. Il a été pris avec tout le sérieux nécessaire. Ça a duré des mois. Il recevait des lettres dont on ignorait l'auteur. C'était frustrant pour nous, les enquêteurs. Quand je les ai lues et que j'ai découvert la haine et la violence qu'elles contenaient, j'ai trouvé ça très inquiétant. Ces lettres s'adressent entre autres au père de Michael, Kirk Douglas, à l'agent de Catherine et à son ex-petite amie. Elles contiennent des détails précis sur la vie du couple. Comment une inconnue peut-elle en savoir autant sur leur nourrice ou leur domicile? Pour traquer Catherine et Michael, que ce soit chez eux aux Bermudes ou sur le tournage à Amsterdam, Donette s'est servie d'Internet. Elle avait une façon intéressante d'envoyer ses lettres. Elle les adressait à la personne qu'elle ciblait. Mais elle voulait être sûre que si cette personne ne la recevait pas, un autre proche de Catherine et Michael la recevrait. Alors, à la place de l'adresse de l'expéditeur, elle notait celle d'un proche. En plus des lettres, il y a les coups de téléphone. Les Bermudes sont loin d'être le havre de paix que recherchait la famille. Ils ont reçu un appel à leur hôtel. C'est le réceptionniste qui a répondu. La personne au bout du fil menaçait Catherine. Elle disait qu'elle allait la tuer. Il est possible qu'elle ait séjourné quelque temps sur l'île où vivait le couple. Personne ne sait comment Donette arrive à surveiller les Douglas et à les suivre à la trace. Elle avait des informations sur leur lieu de résidence, sur les endroits où ils séjournaient. Ces lettres ne sont pas de simples bouts de papier, elles sont virulentes, et Catherine Zeta-Jones en est la cible. Certaines étaient écrites à la main, d'autres avec des caractères découpés dans des magazines. L'objectif était de menacer Catherine. Ces lettres la suivaient partout, qu'elle soit chez elle ou en tournage. Ces lettres étaient censées convaincre Michael de la choisir à la place de Catherine. Et elle décrivait avec violence tout ce qu'elle voulait faire à Catherine pour se débarrasser d'elle. La découper en petits morceaux, lui faire sauter la cervelle. Elle se considérait comme le personnage dont elle seule connaissait l'existence dans un film avec Michael. Et Catherine était l'autre femme. Donette suit tous les déplacements de Catherine. Le demi-frère de Michael reçoit une lettre terrifiante où elle dit « Mes associés et moi allons devoir nous débarrasser d'elle avant qu'elle commence son tournage en avril. » Elle sera morte avant même d'avoir pu cligner des yeux. En plus de ça, elle envoyait à des membres de la famille des lettres remettant en cause la fidélité de Madame Zeta-Jones. Elle insinuait qu'elle avait eu des liaisons avec d'autres acteurs. Pour Donette Knight, tous les moyens étaient bons pour tenter d'éliminer Madame Zeta-Jones et rendre Michael Douglas plus accessible. Tabloid said that Zeta-Jones was having an affair with George Clooney. That upset her, and she sent letters telling her to stop. Après lui avoir caché la dure réalité des choses, la famille de Michael l'informe finalement des menaces. Il mesure parfaitement le danger de la situation. Kirk Douglas espérait que ces lettres finiraient par cesser. Les stars reçoivent très souvent des lettres de fans et certaines sont plus agressives que d'autres. Mais en général, les choses se calment d'elles-mêmes. Kirk Douglas a contacté la police, on l'a interrogé, il nous a remis 12 lettres qu'il avait reçues. Elles étaient anonymes, mais tournaient toutes autour du même sujet. Il fallait tuer Catherine Zeta-Jones. Au début, Catherine n'a pas été informée, parce que Michael ne voulait pas l'inquiéter. Ces lettres étaient mûrement réfléchies.
non seulement dans leur contenu, mais aussi dans leur réalisation. Elle avait pris soin de ne laisser aucune trace, que ce soit des empreintes ou de l'ADN. Privée d'indices, la police de Los Angeles sollicite l'aide du FBI qui compte bien mettre un terme à ces menaces. Malgré les réticences de Michael, les enquêteurs lui demandent d'informer Catherine de la situation et décident de lui parler des lettres. Catherine a paniqué. Elle était bouleversée et terrifiée. Mettez-vous un instant à la place de Catherine Zeta-Jones. On menace de vous découper en morceaux, de vous faire sauter la cervelle. On vous accuse d'être infidèle, malveillante, d'être une mauvaise mère. Et vous ne savez même pas qui vous en veut. La police travaille avec acharnement pour découvrir qui menace de tuer Catherine dans le fol espoir de se rapprocher de Michael. Mais en l'absence de pistes, Catherine est extrêmement vulnérable. Cette déséquilibrée peut surgir n'importe où, à tout moment. L'actrice prend les menaces au sérieux et renforce sa sécurité. Tapie dans l'ombre, Dawnette sait exactement ce qui va se dérouler. Elle est passée de l'anonymat à un personnage qui avait une identité. Elle était l'héroïne du film qu'elle se faisait dans sa tête. Catherine était la méchante et Michael, le prince charmant qui allait la secourir et se rendre compte qu'il était amoureux d'elle. Et ils vivraient heureux, tous les deux. Mai 2004. Catherine Zeta-Jones est à Amsterdam pour le tournage du film Ocean's 12. Michael Douglas et elle ont tout, la gloire, la fortune et de beaux enfants. Mais le couple vit dans la peur d'une harceleuse anonyme qui menace de détruire leur vie. Il est très rare qu'une femme de 32 ans se mette à délirer et devienne obsédée par une célébrité, au point de lui envoyer des menaces. Dawnette Knight est très différente du harceleur de stars typique atteint d'érotomanie, qui pense que la star est amoureuse de lui. Dawnette semble avoir souffert d'érotomanie, mais très brièvement. On ignore également comment elle se comportait dans la vie, ce qui complique la tâche quand il s'agit d'établir un diagnostic. La situation est critique. Les connaissances impressionnantes de Dawnette sur la famille Douglas prouvent qu'elle peut frapper à tout instant. Alors que Catherine est à Amsterdam pour le tournage d'Ocean's 12, la harceleuse parvient à localiser son hôtel. La réception reçoit plusieurs appels terrifiants disant notamment « On sait qu'elle est à l'hôtel et on va la tuer ». Catherine réagit immédiatement. Elle passe de 1 à 4 gardes du corps. L'équipe prend ses menaces très au sérieux. Tous les déplacements de l'actrice se font en voiture blindée. Elle ne savait pas si cette personne était dans la rue en train de l'observer. Quand elle tournait, l'équipe tenait la foule à distance. Mais en même temps, il fallait qu'elle reste accessible au public et à ses fans. Catherine et Michael vivent dans une peur permanente et la police de Los Angeles est bien décidée à identifier la dangereuse déséquilibrée à l'origine des menaces. Catherine craignait pour sa vie. Ces lettres la terrorisaient. Elle avait changé de mode de vie. Pendant l'enquête, elle avait peur de recevoir des lettres. On voulait la tuer. Mais elle devait continuer à faire son métier. Et son métier, c'est d'être une célébrité, une actrice. Elle devait se montrer en public, ce qui la terrifiait. Très soucieuse jusqu'alors d'échapper à la police, Dawnette vient de commettre une erreur. Et les enquêteurs tiennent désormais une piste. Les 2 premiers appels à l'hôtel d'Amsterdam ont été passés à l'aide d'une carte téléphonique. Cette carte a servi uniquement à appeler l'hôtel, depuis 2 cabines téléphoniques de Beverly Hills. Le 3e appel, 2 jours plus tard, a été passé avec une autre carte. Après des mois de menaces et de tortures psychologiques, l'étau se resserre autour de Dawnette Knight. Elle a commis une erreur avec cette carte. Elle s'en est servie pour appeler de chez elle des proches qui vivent en Floride. On a émis des mandats de perquisition et obtenu son numéro de téléphone fixe à partir de la carte téléphonique.
ce qui nous a donné son adresse. On a placé l'appartement sous surveillance et on a vu Donette entrer et sortir. Mais rien ne prouvait que la personne qui avait passé les appels était celle qui avait envoyé les lettres. Les policiers observent Donette et constatent qu'elle poste son courrier dans différentes boîtes aux lettres. Je pense qu'elle faisait ça pour cacher son identité. Elle évitait les bureaux de poste parce qu'elle savait qu'il y avait des caméras. L'inspecteur Wagner et ses collègues rassemblent les pièces du puzzle et travaillent sans relâche pour éviter que Donette ne leur glisse entre les doigts et poursuivent ses menaces. Plus Michael la rejetait, plus elle insistait dans ses lettres sur sa fureur contre Catherine, sur le fait qu'il allait lui appartenir. Si on n'y mettait pas fin, ça risquait de se terminer dans des circonstances tragiques. Il ne faut pas forcément tuer quelqu'un pour être accusé de menaces criminelles. Mais il faut qu'on sente en vous cette capacité de passer à l'acte. L'enquête connaît alors une avancée majeure. Au bout de quelques jours de surveillance, le laboratoire du FBI m'a informé avoir retrouvé 10 empreintes digitales sur 2 des lettres envoyées à Kirk Douglas. Le FBI a identifié ces empreintes, c'était celles de Donette Knight. Après avoir appris que les empreintes sur les lettres appartenaient à Donette, on a eu la confirmation qu'elle avait utilisé la même carte téléphonique que celle qui avait servi à appeler l'hôtel à Amsterdam. On avait assez d'éléments pour l'arrêter. Après avoir terrorisé Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas pendant des mois, Donette est enfin en passe d'être neutralisée. Le 3 juin, vers 8 heures, on est allé frapper à la porte de son appartement. On a établi le contact avec elle. On l'a informée qu'on menait une enquête et qu'on devait l'interroger au commissariat. Elle savait très bien pourquoi. À ce moment-là, elle n'a pas voulu parler de l'affaire. Elle savait qui on était et pourquoi on était là. On l'a conduite au commissariat de West Hollywood et on l'a interrogée. Elle s'est exprimée en descendant du véhicule. Elle a déclaré que tout ça n'était qu'une farce. Elle avait peur, elle s'excusait. Mais pour elle, cette histoire était une simple farce. Elle ne pensait pas se faire attraper. La perquisition de son domicile révèle une montagne de documents. Des classeurs remplis d'informations sur le couple. Donette Knight est placée en garde à vue avec une caution d'1 million de dollars. Mais l'affaire est loin d'être terminée. En juillet 2004, la procédure judiciaire commence. Vu ses antécédents, Donette est considérée comme dangereuse. Elle est menottée à une chaise pendant le témoignage de ses victimes à l'audience préliminaire. Michael Douglas raconte à la cour que son épouse avait le sentiment d'être une femme à abattre. Alors qu'on était au tribunal et que l'auteur des lettres avait été arrêté, elle était encore terrifiée. La décision de faire témoigner Catherine n'était pas facile à prendre. Dans une audience préliminaire, c'est souvent l'enquêteur qui témoigne pour la victime. Mais le procureur a voulu que ce soit Catherine. Je n'aime pas que la victime soit confrontée au prévenu. C'est une manière de la persécuter à nouveau. La dessinatrice d'audience, Mona Schaeffer-Edwards, est aux premières loges. J'ai été frappée par l'apparence de Donette quand on l'a amenée dans la salle. Elle était menottée. Elle était décoiffée et pleurait déjà. Je pense qu'elle a compris la gravité des faits en entrant dans la salle d'audience. La salle était pleine et tout le monde la regardait. On peut dire que ça démarrait fort. C'était intéressant. Comme souvent dans les affaires de harcèlement de stars, le point d'orgue est le témoignage de la victime. Quand Catherine Zeta-Jones a pris la parole, elle s'est emparée de l'audience. On entendait les mouches voler. Elle régnait sur la salle. Elle était en colère. Elle regardait la prévenue. Elle n'avait pas peur. Ses propos étaient modérés, mais elle était furieuse. C'était une colère froide. Idem pour son mari. Il a lancé un regard furieux à Donette Knight. Il avait un ton très sec, très cassant.
Il ne lui a pas laissé la chance de voir à quel point il était affecté. Il lui a montré sa colère et non sa peur. Catherine s'adresse ensuite directement à Donette Knight et lui dit « Vous ne serez jamais célèbre en bien comme en mal. Vous êtes une simple criminelle. » C'était une intrusion dans leur vie et ils ne le toléraient pas. L'audience donne de solides arguments à l'accusation, mais un incident vient retarder la procédure. Donette aurait fait une overdose médicamenteuse. Son fiancé s'adresse aux journalistes devant le palais de justice. On sait peu de choses sur la tentative de suicide présumée de Donette. Elle était en détention. A priori, elle n'avait pas accès à beaucoup de médicaments. Son avocat a déclaré au tribunal qu'elle avait pris 2 comprimés. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'un jour, elle n'a rien pris et qu'elle a gardé la dose pour le lendemain. Donette déclare qu'elle souffre de dépression. Après examen, il s'avère qu'elle est atteinte de troubles délirants. Malgré ce diagnostic, les experts l'estiment apte à être jugée. Mais les témoignages de Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas suffiront-ils à la faire condamner? J'ai traité un certain nombre d'affaires impliquant des individus au comportement anormal et excessif. Et j'ai du mal à imaginer que Mademoiselle Knight puisse s'arrêter un jour et décrocher définitivement. Février 2005. Après une violente campagne de plusieurs mois destinée à terroriser Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, Donette Knight va être fixée sur son sort. Dans cette affaire, on savait que Donette Knight était obsédée par Michael Douglas. Elle concentrait ses efforts sur Catherine Zeta-Jones pour la dissuader de poursuivre sa relation avec Michael Douglas et le rendre plus accessible et plus ouvert à ses propositions. Difficile d'expliquer le comportement violent, les lettres de menaces et les appels téléphoniques de Donette Knight. Un expert déclare à la cour qu'elle efface ses traces comme un criminel et qu'elle est potentiellement très dangereuse. Il existe ce qu'on appelle le trouble psychotique bref, qui est généralement provoqué par un événement stressant. La personne se comporte de manière étrange ou désordonnée, ce qui correspond au cas de Donette. Dans un trouble psychotique bref, les délires ne durent que quelques semaines. Est-ce qu'ils peuvent durer des mois? C'est possible. On manque d'études sur la question. Donette Knight a traqué le couple de janvier 2003 à mai 2004. 25 chefs d'inculpation pèsent sur elle. 1 pour harcèlement et 24 pour menaces criminelles. Ce sont des délits graves. Et avec les lettres et les enregistrements des appels, l'accusation est en position de force. Même si le harcèlement n'a pas duré longtemps, Mademoiselle Knight a écrit de nombreuses lettres de menaces abominables, ce qui est un délit en soi. Elle était de plus en plus violente dans ses lettres. Elle menaçait de la découper en petits morceaux ou de l'assassiner comme John Lennon. Donette semble comprendre que son procès est perdu d'avance. Elle accepte de plaider coupable de harcèlement et menaces criminelles. En échange, l'accusation retire 21 chefs d'inculpation à son encontre. Après l'audience préliminaire, Donette et son avocat savaient qu'on était en position de force. C'était dans son intérêt de conclure un arrangement et de plaider coupable de harcèlement et de menaces criminelles. Donette décide donc de plaider coupable. Reste à savoir désormais quelle sera sa peine. Finalement, elle a plaidé coupable de 2 chefs d'inculpation. 1 pour harcèlement et 1 pour menaces criminelles. Elle a été condamnée à 3 ans de probation. Il faut considérer la peine dans son ensemble. Elle est restée 1 an et demi en détention provisoire après son arrestation. Ça a été décompté de sa peine et elle a purgé quelques mois de plus. Je trouve que c'est approprié pour ce genre de délit, étant donné que la plupart des accusations ont été retirées et qu'elle a été reconnue coupable de harcèlement. Ce qu'on voulait, c'est que la Cour exige que Donette consulte un psychologue, qu'elle suive la thérapie dont elle avait besoin. En plus des 3 ans de probation, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ont obtenu une ordonnance restrictive de 10 ans contre Donette. L'ordonnance restrictive s'étend à 18 membres de la famille et amis du couple. Après sa condamnation,
Donette Knight déclare à la cour qu'elle regrette d'avoir terrifié et torturé le couple psychologiquement. It doesn't take a rocket scientist to figure out, hey, you're in jail. You did something stupid. If you do this again, you're going to throw your life away. Elle pleurait. Elle était gênée et profondément affectée par ce qu'elle avait fait. On aurait dit qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Très souvent, les harceleurs n'éprouvent pas le moindre sentiment de culpabilité. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont jugés. Elle peut raconter tout ce qu'elle veut au tribunal ou ailleurs. Ce qui compte, c'est ce que l'avenir nous dira. Les harceleurs sont des manipulateurs. Ils disent ce que les gens veulent entendre ou ce qu'ils pensent qu'ils veulent entendre. Et ils cherchent souvent à atteindre leurs victimes autrement. On ne sait pas où vit Donette aujourd'hui, ni si elle respecte l'ordonnance restrictive. Même s'il n'existe aucune explication claire à son comportement, il y a plusieurs enseignements à tirer de cette affaire qui a confronté Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas à une dure réalité. On a appris deux choses. On a découvert le harcèlement triangulaire. Et on a aussi appris que même quand on est célèbre et qu'on paraît intouchable, on peut être persécuté et extrêmement traumatisé. Il faut bien comprendre que les stars sont avant tout des êtres humains et qu'ils ont des sentiments. Le fantasme de Donette Knight a laissé des cicatrices que tous les deux ont dû soigner. Les happy end n'existent qu'au cinéma. Dans la vraie vie, tout ne se finit pas au bout de 2 heures et on ne vit pas heureux jusqu'à la fin de ses jours. Quand Catherine a témoigné à l'audience préliminaire, elle était encore terrifiée par cette histoire. Elle m'a dit qu'il avait fallu du temps pour que ses peurs s'estompent. Cette affaire n'a pas de véritable fin. Ces choses-là ne se terminent jamais. Chaque jour, de nouveaux crimes sont résolus à l'aide de caméras de surveillance. C'est elle, c'est elle. Des millions d'Américains sont filmés quotidiennement à leur insu. Mais ces images peuvent aussi constituer les preuves irréfutables qui permettent aux policiers de résoudre les enquêtes criminelles